Bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Eh bien, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et bonne écoute. Bonne écoute. Ciao, ciao. Ciao. Eh bien, bonjour et bienvenue dans les émotions de l'entrepreneuriat. Bonjour. 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 Et aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Antoine. Enchanté. Et Eric. Hello. Et comment vous allez? Très bien. Bien. En pleine forme. Du coup, vous faites partie d'un opéra rock. Oui, nous sommes le créateur d'un opéra rock que nous sommes en train de monter en association avec chez Atlas, ou à Atlas, dans l'école Atlas, ici dans le 18e. Et en fait, on est dans une salle de cours de piano. Ouais. Une petite, il y a des cours de théorie ici, je crois aussi. Ah. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun et dire un peu votre parcours et comment vous êtes du coup rencontrés? Ok. Du coup, je m'appelle Antoine Navarro. Je suis comédien, metteur en scène et auteur de théâtre, essentiellement. On s'est rencontrés là avec Eric un peu par hasard. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, je sais pas si ça mérite, mais... Et du coup, moi, mon parcours... ça fait là quelques années que je suis essentiellement dans la mise en scène et que je navigue un peu dans plein de registres théâtraux, plutôt des comédies policières, des choses un peu improbables. J'aime bien des formes un peu originales, en tout cas j'essaye, d'où cet opéra rock ou concert théâtral, ou je sais pas, tous les noms possibles et imaginables. Ok. Voilà. Je me présente, Eric Heim, franco-américain, peut-être un peu plus américain que français. J'ai un long parcours, travaillé à la télé comme monteur. Travaillé à Canal+, et puis dans tout ça, j'ai toujours fait de la musique et monté des groupes et tout ça, et voilà. Ça, c'est... Ouais. T'as fait plein de choses, quoi, autant aux États-Unis qu'en France ou... Ouais, je dirais plutôt plein de choses. La vie vraiment professionnelle a commencé en France, a démarré en France, et sinon j'avais une autre vie en Louisiane et au Texas c'était un peu plus bouillonnant. Je sais pas. Oui. Un peu une autre vie. Ok. Et comment du coup vous êtes connus? Ça c'est le mystère. Non, en fait c'est intéressant parce que mon fils est un ami d'Antoine, et donc je connais Antoine depuis longtemps. J'ai vu au théâtre et tout, et Quand j'étais tout petit. Ah non, pas si petit que ça. J'avais 12-13 ans, quoi. J'étais vraiment... Ah oui, ok. Il y avait un long trajet parce que vous avez fait plein de choses dans ces trucs. Et c'était toujours un super comédien qu'on était tous. Et quand j'ai commencé à faire le projet ici, je me suis rendu compte que je ne suis pas metteur en scène. Et donc, je suis peut-être créateur, je peux faire des scénarios, la musique et tout ça. Quand j'avais 15 personnes devant moi, c'était très, très éprouvant. Et donc, j'ai demandé je parlais à mon fils, il dit, waouh, appelle Antoine. Et voilà, on s'est appelé, et puis j'ai présenté le projet. Ok. Heureusement, Antoine est venu. Ce moment-là. Et heureusement, Eric m'a appelé. En fait, vous vous êtes sauvés les uns les autres. Je sais pas. Je crois que j'ai mis encore un truc sur les épaules d'Antoine parce qu'il fait plein de choses. Il est très modeste, mais il fait plein de choses en ce moment. Essayer de vendre des pièces, écrire des choses, jouer dans le film. Donc, voilà. Alors, à quel moment l'idée de créer un opéra rock vous est-il venue? Ça c'est peut-être plutôt moi. En fait, cet opéra rock, c'était d'abord une album concept. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans un groupe, ça s'appelle Hyperstation, et on a sorti quelques EP.
Et puis, le guitariste, il a dit, Eric, on a besoin on va faire pour faire un album, il faut qu'on a un concept fort. Je dis, waouh, j'ai une idée. On va faire un album concept sur des cocktails. Et tu sais, comme Moscow Mule ou Gin Fizz ou Manhattan ou je sais pas quoi. Il dit non, ça c'est... Heureusement, j'avais cette autre idée. Et donc, j'ai commencé vraiment à mettre des... On a écrit cette musique, j'ai écrit des textes, j'ai fait des recherches sur tout ce qui était les IA. Qu'il y a 10 ans, ce n'était pas comme c'est maintenant. Il y a 2-3 ans, ChatGPT n'existait pas ou ça n'existait pas pour le grand public. Et donc, tout ce qu'on peut imaginer, c'était... on avait des théories, mais voilà. Et je trouve que c'est parti là. Et donc, voilà, l'histoire, c'était un peu comme ça. C'était dans l'air de temps, je crois, l'histoire. Ok. Et pourquoi avoir créé quelque chose d'aussi atypique qu'un opéra rock? Un opéra rock. En fait, déjà, j'adore le rock et la musique, tout genre de musique. Et deuxièmement, chez moi, je me souviens vraiment quand j'étais petit, des premières sensations à découvrir la musique étaient avec la comédie musicale. Et chez nous, peut-être pas en France, mais chez nous, on a 2-3 références à Hair. Et puis l'autre, c'est Jesus Christ Superstar. Et il y a des autres comme West Side Story, peut-être vous connaissez, peut-être pas. Il y a plein en fait. Et moi, j'ai grandi avec ça, et j'ai toujours adoré ça, et j'aime bien le théâtre. Et de mettre les deux choses ensemble, la musique et puis le théâtre et tout ça, et essayer de faire vivre ça. Et je veux juste conclure avec cette idée que toute l'idée de cet opéra rock, c'est de parler de futur et des choses où on va, la direction où l'humanité est partie. Et je trouve qu'il y a tout un sens que les gens commencent à se regrouper, à faire des concerts, à faire des lives, à faire du théâtre, à faire tout ce qu'on veut pour des spectacles vivants. Ça prend tout un sens parce qu'on est trop sur nos tablettes, nos portables et tout ça, dans une sorte de monde virtuel. Ouais. Et voilà, donc c'est ça aussi. Ouais, c'est vivre un concert en réel et une expérience théâtre, comédie et musique, quoi. Ouais, on essaie. Toi, t'as appelé ça comment? J'aime bien l'idée de concert théâtral. Ouais, c'est plus... J'ai pas l'impression qu'on fasse une comédie musicale. C'est plus élégant. Ouais, il y a peut-être un côté un peu prétentieux d'ailleurs, faut faire attention. Non, j'aime bien. Mais on n'est pas sur une comédie musicale comme on peut voir Le Roi Lion, Mogador ou je ne sais, Oui. qui sont géniales d'ailleurs. Et c'est pas une pièce de théâtre, ni juste un concert. C'est vraiment un concept, t'as inventé un concept là. Ouais, modestement. Concert mais... théâtral. Que je dois Concert changer théâtral. sur la plaquette. Voilà, on fait ça. On va changer partout. Du coup, on aurait pu faire un opéra rock sur les cocktails. C'est ça que tu viens de m'apprendre là. En fait, ça aurait été ça le sujet de la prochaine. Il y a moyen. Mais pourquoi les cocktails? Pourquoi t'as eu cette idée? Parce qu'on était dans un bar Ah. avec les guitaristes et hey, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un concept fort. Ah, j'ai regardé le cocktail. Je dis, waouh, ok, Moscow Mule. On fait un show, Moscow Mule. T'imagines, c'est tout de suite, on a la liste. Ok. Mais ça s'est concrétisé du coup? Non, mais pas dessus parce qu'il était là, mais tu fous quoi. Ok. C'est à venir. J'ai un La autre prochaine. j'ai un autre idée. chanson. Ok. Et comment cette vision, parce que du coup, quelle était la vision initiale et en quoi a-t-elle évolué? Ouais, ça revient sur Du coup, ça revient un peu à ça, ouais. Ouais, c'était vraiment une histoire de faire un album concept qui n'était malheureusement jamais. En fait, c'est ça. En fait, j'étais un peu un artiste frustré parce que avec mon groupe, on a travaillé pendant deux ans, je crois, sur cet album concept. Et on a commencé à vouloir enregistrer et tout ça, et le groupe a fait splash. Comme beaucoup de groupes, je crois que le 90% des groupes, ou même 99%.
Et donc, moi, j'étais là avec toute cette musique et les chansons et des textes, et cette histoire et tout. Tout en anglais, d'abord. Mais il y avait plus de musiciens et tout ça. Et je savais même pas si j'avais le droit, auprès de mes anciens collègues, de reprendre tout ça. Parce qu'on s'est pas frité du tout. C'était un peu splash. Et, Avec le temps, quoi. ouais, et j'étais tellement déprimé que j'ai rangé tout ça pendant quelques années. Sans jamais... Enfin, ça restait toujours dans la tête. Et puis, il y avait Covid. Et j'ai dit, j'ai cherché des choses sur lesquelles je peux travailler. Et j'ai tombé sur ça, j'ai recommencé à retravailler. Et c'était là vraiment que j'ai dit, OK, il faut absolument que j'ai fait ça. Donc, c'est quoi, 2020 2021, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, ça prend le temps. Ça prend du temps. Enfin, pour moi, dans tous les cas. Oui. Tu viens d'en parler, hein, mais Ouais. est-ce que tu as eu du coup des moments de doute profond dans tout ça? Justement, je voulais peut-être plutôt demander à Antoine quand il est venu dans le... Parce que moi, je doute de rien. Non, en fait, il ne veut pas... Enfin, les gens qui t'ont en face, ils ne veulent pas que tu... Il faut être vraiment tout le temps... oui. Et je ne suis pas comme ça. Donc, toi, tu es venu dans le projet et je suis juste curieux moi-même quand tu as vu le cirque et tous ces gens et la musique et c'est quoi et tout ça. Est-ce que tu as eu le doute? Non, enfin, je vais faire le relou, mais ça dépend le doute à quel endroit. Il y a le doute sur est-ce qu'on va faire ça? Ouais. Non, jamais. Ah. Dans tous les cas, on pouvait faire quelque chose. Ouais. Après, il y avait plein de doutes sur est-ce que ça va être bien? Et je doute encore, d'ailleurs, on l'a toujours pas joué pour l'instant. À cet endroit-là, ouais, il y a plein d'espaces de doute, mais qui sont hyper... comment on dit, pas lucratif, c'est horrible de dire ça, mais qui bonifient ce qu'on cherche. C'est parce qu'on a des idées et qu'après une semaine, on y repense plus tard en se disant, en fait, c'est pas bien, on doute et on la change un petit peu, on modifie. On va s'adapte. enchaîner les gens sur une Voilà, batterie, par exemple. par exemple. Et c'est toutes les contraintes qu'on a, de temps et de moyens et de logistique Ouais, c'est ça. qui nous font douter, mais aussi qui nous font prendre des décisions à un endroit. Parce que artistes torturés que nous sommes, s'il y avait aucune contrainte, tu passerais 10 ans à chercher le nom d'un personnage en te disant... Non, j'exagère un peu, mais non, je pense qu'il y a plein d'espaces de doute différents qui existent et qui ont existé. Mais le doute de est-ce qu'on va faire quelque chose, non, jamais. Ouais, moi, j'ai jamais douté. Quand ça commence à vraiment à partir ici, ou même avant, quand j'ai eu vraiment le texte avec la musique, et j'ai commencé à faire de maquettes moi-même avec en anglais, je dis ça tient. Enfin, moi j'ai dit ça tient la route. Même si, et c'est drôle parce que je crois que pas grand. Enfin, je ne sais pas si les gens ils comprennent vraiment l'histoire. Bon, dans tous les cas, on s'en fout parce que c'est ça qui peut être glorieux et intéressant sans être prétentieux. C'est juste de donner un peu un fond et que les gens et jeter les gens dans ce monde qu'on est là-dedans de toute façon presque et ils nagent, ils disent mais c'est quoi ce truc, ils vont retrouver le code et retrouver le moyen de interpréter tout ça. Ça crée un genre d'univers aussi quand on rentre dans la salle et Exact. Mais je rebondis sur un truc, moi qui viens pour le coup vraiment du théâtre, enfin concert un petit peu parce que j'organise un festival de musique en soi, donc ça fait écho à un endroit, mais j'ai moins les codes, on va dire, de création scénographique de concert. Et il y a une liberté que je trouve géniale avec ce concert théâtral, ce nouveau concept. Hey. C'est que dans le théâtre, évidemment, on raconte une histoire et on veut quand même que la plupart du temps, on a envie que le public sorte en ayant compris l'histoire qu'on racontait. Et j'ai l'impression qu'avec le concert, on peut au moins en partie s'affranchir de ça. Je sais que moi, à titre personnel, ça peut m'arriver d'aller voir le concert d'artistes que j'apprécie. Je comprends pas forcément toutes les paroles, je comprends pas forcément toutes les musiques, mais ça m'empêche pas de vibrer ou d'apprécier, ou de pas aimer d'ailleurs, enfin ça arrive aussi. Mais en tout cas, du coup, cet espace entre les deux fait que l'histoire qui existe, et dans les musiques et dans les parties jouées, elle est un peu plus malléable et c'est un peu plus libre sur la compréhension même. Il y a plus quelque chose de l'ordre de l'énergie, quoi. C'est un concert. Énergie, ouais. Je Ça, crois. c'est vraiment le mot.
On va pas tenir les gens par la main et dire ok, ça c'est exposé, ça c'est le personnage A, ça c'est le conflit, ça va être résolu. On est un peu dans il y a tout ça, mais on est un peu dans un truc un peu poétique, je pense, ou musical, un théâtre musical. Ouais. Bon. Où il y a des variations aussi. Avec des variations. Ok. Quel a été le pari le plus risqué que vous ayez pris pour ce projet? J'aimerais bien que tu... Enfin, c'est la mise en scène, en fait. C'est pas risqué, mais c'est, comment dire, c'est nouveauteur. Enfin, je trouve... j'ai pas vu des théâtres... Sur le dispositif, tu veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Bifrontal. Bifrontal. Ça se la raconte. Là, attention. Non, pour répondre à cette partie-là, en tout cas, il y a peut-être d'autres endroits où on a pris des risques, mais c'est qu'effectivement, on a des contraintes, du coup, pour faire écho aux doutes, justement, dont on parlait, mais qui ont amené, je trouve, des très belles choses, où on est dans une salle, donc dans cette école, qui est pas forcément optimale pour déjà cette œuvre-là, qui plus est pour ce nombre de personnes au plateau, il y a quand même 12 personnes sur scène, quasiment tout le temps, ça c'est un peu ma volonté aussi après, je vais perdre le petit canard. Et donc on a fait ce choix en réfléchissant, mais assez rapidement en fait, c'est venu dès la première ou deuxième séance je crois, de ne pas avoir le public et la scène, et c'était un peu, et c'est justifiable par des choix narratifs on va dire, d'ouvrir vraiment l'espace et d'avoir la scène, une grande allée et un autre espace de jeu tout au bout de la salle de l'autre côté, et d'avoir le public qui est un peu divisé, enfin qui est complètement divisé en deux groupes et qui se font face, un peu comme un défilé de mode. Ouais. On va voir si ça prend, mais ça racontait quelque chose effectivement sur l'histoire et sur la position du public. Ouais, On fait exister en fait le public dans un personnage, il représente quelque chose dans l'univers en étant dans cette position. Et c'est vrai que ça donne un espace de jeu qui est beaucoup plus vaste et un peu risqué. En soi, il y a une prise de risque de est-ce que les gens vont accepter cette convention, enfin cet endroit, cette place un peu différente, quoi. Moi, je pense que c'était vraiment j'adore cette idée et si jamais par la suite, j'aimerais bien expérimenter ça dans d'autres salles aussi et dire que ça c'est vraiment le plan. J'adore cette idée, c'est vraiment parce que en fait il y a des personnages, beaucoup de personnages, ils sont binômes. En fait. Et donc, on a toujours une sorte de confrontation et les gens sont un peu comme ça. C'est comme un match de tennis ou je sais pas quoi. Et puis, on va mettre d'autres personnages parmi les gens assis, qui sont assis aussi. Et ça va être une surprise. Donc, et tout d'un coup, ils vont crier ou faire des trucs et puis chanter. Ils vont chanter. Et donc, ça crée un espace que peut-être toi, qui connais beaucoup plus de théâtre, je trouve que c'est vraiment, on est dans un truc hybride et très jouissif. Je sais pas, c'est un mot, on peut dire ça. Immersif. Immersif. Mais c'est là où il y a quand même deux univers qui se rencontrent parce que toi, tu trouves ça novateur. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'ai rarement, je crois, ou jamais vu ça au théâtre, mais dans ma tête, c'est hyper courant de voir ça dans un concert. Mais c'est là où de voir cette grande avancée. Oui. Ah ouais, c'est drôle. Un peu ça, on a pris des codes de deux. Mais l'un comme l'autre, Ouais, on se dit que c'est l'autre qui prend des risques. Mais c'est complémentaire à un endroit aussi, je pense. Est-ce que vous avez investi avant d'avoir des preuves que ça marcherait? C'est plutôt le temps. Je sais. Financièrement, du coup? Ouais. De votre personne. J'ai acheté beaucoup de sacs de Madeleine pour tout le monde, de Coca et tout ça. C'est un gigantesque investissement. C'est plutôt le temps. Et c'est le temps. Et derrière, je veux dire, pour tous les artistes qui sont investir leur temps aussi, toi et toi. Et c'est juste, je suis très, très ému à chaque fois qu'on fait tourner la scène ou une chanson et c'est fait des années que j'attends ça. Donc pour moi, ça vaut le risque ou l'investissement ou les choses qui... Voilà. Ouais. Non, pour moi, il n'y a pas de risque dans le sens où on n'a pas d'image publique. On n'est pas connu déjà
risquer, oui, à des endroits sur notre vie privée peut-être ou notre énergie, mais prendre un risque, je suis bien content d'être préservé de ça. Je vais me faire taper dessus par les journalistes, par les boîtes de prod, par je sais pas qui. Personne. On est libre. C'est un peu ça l'idée. Mais on galère. C'est le revers de la médaille. Bah, ça, c'est quand tu es libre comme ça, tu n'as pas de prod derrière toi, avec un peu de pépette. Ouais. C'est vrai que tu peux être libre, mais fauché. Donc, c'est pour ça qu'on on est arrivé à faire la mise en scène comme ça, avec très peu de choses, qui ça rend bien. Et c'est tout un art aussi. Hein, Ouais. Ouais. Et en plus, je crois, pardon, je divague un petit peu, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu. Pas longtemps, je voyais une pièce que je ne citerai pas par respect pour les personnes qui l'ont faite, où il y avait des moyens de fou, il y avait des projections laser, je crois que c'était ça. Ouais. C'était dingue. Et du coup, c'est beau, c'est divertissant, mais je me souviens qu'il m'a dit waouh, tout ça pour ça. Mais c'était chouette, mais c'était démesuré, les investissements. Ok. Et je trouve que j'essaye souvent de créer en me mettant à la place du public ou de la personne, spectateur, spectatrice qui va profiter de l'œuvre. En tant que public, si tu vois que l'artiste sur scène ou les artistes font avec littéralement 3 bouts de ficelle et te font rêver, déjà tu rêves, mais en plus tu as conscience que c'est avec 3 bouts de ficelle. Ouais. Il y a toujours cette. En tant que public, on se dit toujours ça, on a conscience des moyens engagés. Et je magie. Et je trouve ça encore plus. On crée la magie, en fait, Ouais. avec très peu de choses. C'est carrément authentique. C'est. Ouais. Après, au théâtre, il y a tout le courant du théâtre pauvre ou ce genre de choses qui rattachent un peu cette idée. Enfin, c'est totalement ça d'ailleurs. Mais On a quand même de lumière. on a des lumières et on a de la musique. Et ça, c'est une richesse de dingue. Ouais. On a quand même 6 personnes avec toi qui jouent en live sur scène. Ouais. Tout. Il y a quasiment rien qui est lancé sur un ordi. Et juste, il y a les lumières où il y a une régie. Mais sinon, donc il y a une richesse sonore. Il y a même un ingénieur son. Il y a un ingénieur son. On a big shout out à Clément. Oui. Bah, comment vous avez réussi du coup à convaincre des partenaires pour rentrer dans l'aventure? Bah, en fait, moi, je connais des gens qui travaillent ici à Atla. Et Seb Avispa et GG Avispa, c'est les 2 frères qui tiennent le Jam. Le Jam, c'est vraiment sympa d'aller voir le Jam. C'est le mercredi et jeudi. C'est le mercredi et jeudi soir de 19h à 22h. Voilà, on a fait. Hey, Petite promo. Non, mais franchement, et là, à chaque fois, j'y vais dans le Jam, ça fait des années. Moi, je dis pas chaque semaine ou quoi, mais des fois, quelqu'un me dit « Ah, on va au Jam ». Et là, une fois, je dis à Seb « Hey, j'ai écrit ce truc, qu'est-ce que t'en penses ?» Et il dit « Waouh, c'est super ». Peut-être je te présente à le directeur d'Atla, Eric. Et puis j'ai parlé à Eric et puis il trouvait ça génial et puis il m'a donné l'opportunité de faire tout ça ici avec son aide et je remercie beaucoup de toujours. Ok. Et est-ce que votre entourage il vous a aidé dans ce projet? Oui, ça revient. La moitié des gens qui viennent pour m'aider, c'est les amis de mon fils. Il y a Antoine, il y a Balthazar Joubert qui va, j'espère, nous enregistrer après. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique sur la scène parisienne. Et puis, il y a Alexandre Laure qui travaille à la télé et il est en train de faire des petits reportages, une sorte de making-of pour nous. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a ma fille qui est venue quelquefois parce que vraiment, son jugement et comment elle voit des choses, je repose beaucoup. Enfin, je trouve qu'elle a un œil très, très frais. Voilà, donc tout ça. Ouais. Ils t'ont beaucoup aidé, quoi. Oui. Toi, t'as. Non, moi, pas forcément mon entourage. Après,
je suis moi-même, ce que tu as dit, issu de ton entourage à toi. Donc je pense que c'est plus ce cercle-là. Je dirais Mais- pas ça comme ça, mais... Non, mais oui, Ouais. c'est un peu étrange dit comme ça. Non, moi, mon entourage, enfin, si, toujours dans les conseils, dans les avis, je trouve ça toujours précieux parce qu'on a souvent la tête dans le guidon sur ce genre de création, d'autant plus dans des délais qui sont courts. Oh là là. Euh, Ouais. Et il y a souvent des moments où on se concentre sur la petite trace rouge au niveau du sol et on se rend pas compte qu'il n'y a pas de son dans la salle. Enfin, je sais pas, Oui. c'est une image un peu forte, je grossis le trait, mais voilà. Et c'est important d'avoir des personnes qui ont ce regard extérieur et qui sont totalement déconnectées de ce qu'on fait et qui juste apportent un œil critique, mais comme dans tout, je crois, en fait. Enfin, j'ai l'impression. Je pense pas que ce soit spécifique. En tout cas, je trouve ça très important quand c'est fait avec bienveillance. C'est quand même important. Oui, c'est plus important. Comment trouvez-vous l'équilibre entre la vision artistique et les contraintes budgétaires? Pour le coup, On a parlé un peu de ça. ouais, vas-y. ça rejoint un peu ce que je disais avec les 3 bouts de ficelle. C'est que déjà, on n'a pas forcément le choix Ouais, c'est ça. des contraintes budgétaires. Et. Il y Comment a une dire jolie phrase à dire là-dedans. C'est genre le choix artistique vient d'être fauché quelque part. Ouais, bah, en tout cas, je sais que c'est ce qu'on s'est dit quand on a commencé à collaborer. C'est que on imagine tout ce qu'on aimerait. Et les plans que tu me montrais au début. Ouais, au début, j'imagine des énormes Ouais. gratte-ciel sur le... Les premières scénographies qui Ouais, ont montré, ouais. c'est fait pour se jouer au Zénith, quoi. Mais c'est génial. Et on s'est Il faut toujours rêver, dit, il faut rêver. on part de ça parce que c'est déjà les premières idées et c'est ce qui est le plus beau pour nous, c'est ce qu'on rêve de faire. Et ensuite, bon, on peut pas. Pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça? Qu'est-ce que ça a apporté d'un point de vue du sens ou de l'esthétisme ou bref, tout ce qui est possible. Et du coup, on en tire un peu quelque chose de plus simple ou de plus réalisable ou de plus concret, parce que parfois c'était juste des belles images mais qui étaient même pas possibles. Et en fait, au fur et à mesure, bah, à la fois on réduit, mais en même temps on Va à l'essentiel, ouais. À l'essentiel. Exactement. Et je pense que donc presque les contraintes budgétaires, en tout cas pour nous, elles amènent une forme de simplification, mais au sens positif du terme. Peut-être un peu de liberté aussi, comme on a dit. Parce que tu imagines si on avait des gratte-ciels et tout ça, Ouais. et des grosses miroirs et ça... Bon, c'est vrai. C'est vrai que mine de rien, ça vous a donné d'autres idées, même l'histoire de la salle. Bah Peut-être ouais, d'avoir ouais. ce scénario, peut-être s'il n'y avait pas eu cette salle, vous n'auriez pas eu cette idée de faire ce concept. Ouais, mais je crois que c'est souvent comme ça que naissent des idées à minima originales. Je sais pas si c'est Comment important on va d'être faire original, quand mais on fait la mise en scène de le rock opera de Cocktail? ça, on va le faire. Ouais. On va faire. Je pense qu'il y aura tout le public, mais qui sera en hauteur, assis sur un sol en verre, et tout le que monde tout se soulé. jouera en dessous. Et tout le monde... Ce sera tout dans une cave. Et les gens juste ils regardent en dessous d'eux. Voilà. Ah, il regarde comme ça. Ah, regarde Wow. comme ça. Je mets des droits d'auteur. Si quelqu'un veut cette idée, ça existe pas. J'ai pas le droit de mettre des droits d'auteur. Donc on concilie pas vraiment, on accepte notre sort et ça nous aide, comme tu disais, presque. Et est-ce qu'un opéra rock doit être rentable pour être réussi? Non. Moi, je pars de cette idée que il y a des comment dire, des projets un peu cultes qui ont vendu 3 places ou des albums qui n'étaient pas ou des films qui n'étaient pas un succès quand ça s'est sorti. Et puis avec un peu le temps, on comprend que c'était en avance ou ça a influencé tel et tel. Et donc j'espère, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'espère que notre projet va exister dans une forme ou une autre et va exister, enfin va prendre. Donc le retombé. Le retombé de comment on dit ça, d'argent tout de suite, c'est pas tout de suite. Ouais. Mais je crois, j'aime bien réfléchir comme ça, même si la culture est à part. Voilà, c'est de la politique presque, ce que je dis, mais de manière générale, rien n'a vocation à être rentable tout de suite, je crois. Même,
si j'ai bien compris, vous parlez pas mal d'entrepreneuriat Oui, là sur ce podcast. On essaye des choses et on voit, et c'est sur le long terme souvent qu'on c'est ça. on amortit. Bon, et en plus, la culture, si on développait, est-ce que ça a vraiment vocation à être rentable tel quel? C'est encore ça autre chose. aussi, ouais. Mais- C'est ça, ça c'est vraiment vrai. bien dit en fait. Mais dans tous les cas, c'est à minima sur le long terme, je pense. Ça prend Ça n'aurait pas de sens du temps. Ouais. de vouloir investir 10 000 balles là et faire une salle et gagner 11 000 tout de suite. Ce serait chouette, mais je pense que dans tous les cas, c'est pas réaliste. Sauf s'il y a un producteur. Sauf Qui s'il y a un nous voit. producteur qui nous voit et qui a envie de mettre 10 000 balles sur la table. Ah, ok. Vous allez voir. Ouais. Après, en vrai, je pense aussi le fait de galérer comme ça au début, ça permet que si un jour votre projet il atteint un point, ça permet aussi de vous dire, de repenser au début en fait, et de dire que vous avez dû faire tout ce chemin. Je reviens un peu sur l'entrepreneuriat, vous avez dû entreprendre tout ça justement pour arriver jusqu'à là, quoi. Ouais, et en plus, je trouve que même sur le chemin parcouru, le fait d'avoir toutes ces contraintes-là financières, C'est ça. ça nous fait toujours nous dire, ok, pourquoi on le fait? De quoi là j'ai besoin? J'aimerais là tout de suite acheter une salle immense pour faire des répétitions. Bon, bah je peux pas. Qu'est-ce que je veux avec ça? En fait, répéter. Bah, peut-être que je peux répéter sans acheter moi-même la salle. Donc peut-être que je peux me débrouiller pour trouver la salle pour l'instant et je l'achèterai plus tard. Mm. Et ouais, je pense que sur ce parcours de réflexion-là, au final, la non-rentabilité nous aide à savoir pourquoi on fait vraiment les choses. Ça peut être bien de gagner de l'argent aussi. Ouais. Oui. Tout ça c'est beau, mais Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Il y a après les galères on a nos tafs alimentaires à côté pour l'instant Ouais. et c'est pas facile et on répète le soir en semaine les mardis soirs de 18h à 21h30. Et c'est loin d'être idéal. Et il y a un confort qui est bienvenu au bout d'un moment, je pense, Oui. en tous les cas. Oui. Comment vous gérez du coup le management dans cette équipe? le management, c'est un peu. On travaille avec un jeune, comment on dit, directeur de prod. Il s'appelle Guillaume, qui nous aide beaucoup. Donc, qui organise beaucoup de choses. Après, là, tu parles plus du management en mode coordination et tout ça. Et c'est vrai, ça fait partie aussi du management, j'y avais pas pensé. Mais en fait, je pensais plutôt management d'équipe ou. ce Ok, côté humain et management tout, d'équipe, ouais. j'ai vu Le mic est pour moi. refaire à notre ami. C'est une découverte, franchement, à titre personnel, moi, de gérer autant de personnes au plateau, qui plus est, comme tu disais, plutôt des personnes qui sont professionnelles artistiquement, mais pas dans le théâtre. Ouais. Ce qui est quand même une autre chose que je ne connaissais pas et que je découvre. Et je crois que c'est important pour que des groupes comme ça tiennent, d'autant plus dans des contraintes où nos répétitions ne sont pas rémunérées, où il n'y a pas de contrat à un moment qui permet de dire voilà, on a quelqu'un de la prod qui nous dit que là, pour telle date, on doit avoir fait ça. Je crois que ce qui est important, ça va être un peu banal ce que je vais dire et bateau, mais faut s'éclater tout le temps. Faut trouver de l'amusement à tous les endroits et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire dans cette création et dans nos répétitions. Il y a des moments où c'est moins drôle parce qu'on répète au sens... c'est dans la répétition qu'on trouve de la liberté, mais on explore, mais il faut refaire certaines choses. Il y a des moments où on est obligé d'être là à telle heure alors qu'on n'a pas envie, on préférait dormir par exemple, je ne sais. Mais le fait de trouver de l'amusement dans ce qu'on fait qu'on reste et que tout le monde y met du cœur à un endroit. Et en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois le management de groupe, la direction en tout cas de cette équipe-là, c'est d'essayer de communiquer, d'échanger, d'expliciter nos choix. Pourquoi on a beaucoup travaillé comme ça. Dès le début, quand on a eu les premières intentions de mise en scène, de scénographie, on passait des 30 minutes parfois en début de séance à faire des schémas au tableau en disant en fait là va y avoir ça et toi en fait tel personnage c'est parce que tu représentes telle idée donc tu vas aller là parce que ça veut dire ça et le public il va comprendre ça et t'as quelqu'un d'autre et en plus c'était hyper bénéfique parce que t'avais d'autres personnes qui disaient mais non ça n'a aucun sens parce que moi tu m'as dit d'aller là
et qu'en fait j'étais le méchant. Oui, mais c'est lui qui va te sauver. Enfin bref, je ne vous spoil pas. Mais Donc, ouais, la gestion du groupe, la direction oui. du groupe est passée par expliciter et prendre le temps aussi d'échanger. Et quand on est saoulé, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui en peuvent plus et qui sortent de la salle en claquant la porte, dans le respect quand même, mais parce que la personne n'en pouvait plus elle-même. Ouais. Et bah ça arrive. Non, il y avait pas quelque grave. chose qui était mis en place aussi et c'était vraiment sympa de travailler avec toi. C'est parce que toi, tu as pris un peu la direction, comment on dit, théâtrale, la mise en espace et tout ça. Et moi, j'étais plutôt avec le groupe à jouer et tout, parce que je joue dans le groupe. Et c'était vraiment un vrai complément, en fait. Parce que des fois, on rentrait dans le salle pour voir qu'est-ce qu'il faisait Antoine. Il y avait Clément, le guitariste, qui bouffait de madeleine au fond. Le budget Madeleine est très important. Ouais, On notera le budget Madeleine, Madeleine. et puis on boit des coca, on regarde de l'eau. Et puis on regarde, qu'est-ce qu'ils font là? C'est super, ok. Et puis ça nous motive aussi à retourner et continuer. Ouais, je pense que c'était un bon équilibre de travailler comme ça. Ouais, au final, c'était vraiment une co-direction dans le sens où, comme tu l'as dit, il y avait nous, on échangeait beaucoup tous les deux Oui. en amont des répétitions. Ouais. Et derrière, pendant les répétitions, en tout cas avant la création au plateau final, on va dire, on savait ce qu'on devait faire chacun de notre côté et c'était, allez, Ouais, à tout c'était à l'heure, quoi. plutôt, Donc il y a une en- confiance aussi qui s'installait. Et même au sein de toute l'équipe, le groupe qui en fait a répété pas mal de fois sans jamais voir ce qui se passait au plateau, mais avec la confiance, parce qu'on prenait le temps d'expliciter. Ouais. Et réciproquement pour les comédiens et comédiennes, quoi. Mais il y a vraiment une confiance de chacun et chacune. On essaye, en tout cas, c'est le but. Je crois. Et c'est que, en tout cas, ouais, c'est comme ça. Pardon, on a un peu divagué, mais pour répondre à la question d'origine, de tenir bien un groupe, si les gens se font confiance et prennent du plaisir dans l'idée, il se passe forcément quelque chose. Ce sera pas forcément bien, mais Mais aussi, je crois que le produit final va être chouette. On va filmer ça. Et puis, j'espère pouvoir enregistrer après. J'espère qu'on aura d'autres dates. On est en train de chercher. Il y a des possibilités. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est un super noyau. On a créé un vrai équipe qui est vraiment chouette. Et puis, là, il faut lancer, il faut continuer dans cette direction. Au tout début, quand vous avez passé les auditions, Les auditions. comment vous avez du coup sélectionné un peu les artistes et Ouais. Donc, l'audition a été faite malheureusement avant que tu aies venu. Et donc, j'étais là. En fait, il y a deux mots que je dis toujours avec les gens que j'y travaille, c'est le cœur et l'énergie. C'est ça dans la musique et dans plein de choses, mais pour moi, dans la musique, c'est ça. Le cœur, des fois, je m'en fous un peu si ta guitare est super bien écoutée. Non, j'exagère, mais tu peux... Ou tu chantes faux un moment, enfin, je sais pas, il faut juste que tu as le cœur et l'énergie et que tu dégages ça aux gens devant vous qui sont là pour vous regarder et pour oublier tout. Et vous êtes là à cristalliser ou canaliser une sorte de pensée ou je sais pas quoi pour eux, pour les gens qui viennent assister à un concert. Donc tu donnes tout et j'adore ça. Quand je vois des groupes ou des performers ou des gens qui sont vraiment dedans, et même si des fois c'est un peu bancal ou je sais pas quoi, moi je m'en fiche un peu. C'est peut-être le côté un peu punk, grunge. Que j'ai chez moi, c'est le Starac et tout ça. Je comprends pas trop. Ça peut être très beau, mais c'est trop lisse, c'est trop machin. Ouais. Allez avec le cœur et l'énergie. Voilà. Ok. Alors, comment garder une équipe motivée quand les financements ou les délais stressent tout le monde? Ouais, ça revient à peu près à ce qu'on a dit. Il faut
Ouais, comment faire? Parce qu'en plus, on a travaillé pendant. Ça a commencé en septembre, je crois. Et là, on est en mi-mars. Donc, c'est pas comme si on s'est vu tout le temps. Donc, comment garder cette momentum? Je ne sais pas comment. Franchement, je ne sais pas. Avec la communication. Heureusement, les gens, ils aiment ce qu'on fait. Donc. Ouais, et Ouais. ça rejoint en plus un peu le thème j'allais dire de la pièce, du concert théâtral. C'est que dans tous les cas, c'est des temps longs, ces temps de création-là. D'autant plus cette chose un peu étrange que tu as écrite initialement qui est particulière. C'est une œuvre particulière, quoi. Ça peut pas être instantané de toute façon. Et je pense et j'espère même que tout le monde, quand les gens se sont embarqués là-dedans, tout le monde savait que ça pourrait prendre 8 mois, 9 mois, surtout qu'on n'était pas en mesure, n'étant pas rémunéré, on peut pas se dire ok, là pendant 3 semaines, tout le monde est au même endroit, tous les jours. Et là, ce serait génial. Là, on aurait monté la pièce en 3 semaines. Ça, c'est vrai, ouais. Mais là, c'était un peu par-ci, un peu par-là. On rajoute une répète, mais tout le monde n'est pas là parce qu'il y en a qui habitent loin. C'était vraiment compliqué des fois. Mais je trouvais que dans l'ensemble, il y avait toujours cette trajet un peu, trajet en avant. Ouais. Comment dire? Cette ligne directrice. Ce momentum, ouais. Ce moteur. Et y a-t-il eu des conflits majeurs? Non, il y a toujours des moments de. On est 15, là par exemple, on a fait une semaine de résidence. C'est le seul moment où on a réussi justement à C'était bloquer intense, ouais. émotionnellement, forcément. Il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des metteurs en scène qui font des malaises. Et il y a, bref, plein de choses qui font que il y a des conflits et l'ego de chaque personne. Si les gens sont artistes, c'est toujours un peu pour se montrer quand même à un endroit, donc ça joue forcément. Ouais. Mais majeur, non, je crois pas. On avait Je crois pas qu'il y ait de conflit majeur. on avait même plus de Madeleine. Comment faire? Comment vous avez géré alors les madeleines Le au Madeleine, milieu on des a répètes mangé autre chose. Je sais pas, On a accepté notre sort. C'était à la fin, c'était juste viens, on va finir. C'est vendredi. Et quand on a fait le premier filage, c'était chouette. C'était vraiment, pour moi, c'était un réalisation. J'ai dit, waouh, ça. J'ai vu que même, ok, il y avait des trucs, ok, machin, mais dans l'ensemble, c'était vraiment chouette. Hein. J'étais vraiment ému. Et comment vous faites pour remotiver les troupes quand il n'y a plus de madeleine par exemple? Enfin, quand il n'y a plus de motivation. Là, on a des prestations devant le public qui arrivent. On a deux dates ici. Et puis le 31, il y aura quelques guests qui vont venir. Donc, on a le 31, le 7 avril et le 10. Le 10, il est complet. Le 7, je ne sais pas où on est avec ça, mais... Il est bientôt complet. Ah ouais? Ouais, c'est super. C'est un petit salle. c'est facile. Et donc, quand tu sais que on va jouer devant les gens, tu es motivé même. Oui. Donc, voilà. Je crois que c'est... Ouais, pour rajouter, en complément à ça, en amont sur le processus, quand on se voyait une fois par mois, je crois que ça faisait aussi un peu partie de notre travail de prendre le temps d'appeler, d'entendre les frustrations de chacun, chacune. Ouais. Et tu l'as beaucoup fait d'ailleurs. Ouais, j'ai essayé. Mais c'est important. Aussi. Ouais, carrément. Ces derniers temps. Et ces derniers temps un peu T'étais plus. le psy. Non, Non, justement, ça fait un peu mais sinon ça, c'est ton plaintif. c'est ton rôle là. Ouais, je crois. De voir, ok, comment ça s'est passé Je pour crois que vous, c'est à et pour nous. vous, et vous. Et ça reboucle avec la question du management d'équipe. Ouais. Et de prendre soin les uns les unes des autres, quoi. En fait, vous avez fait un vrai suivi aussi de chacun et prendre ce temps aussi en fait avec chacun. C'est pas fini. Il y a encore cette semaine, tu vas voir des gens. Mais les choses que je veux juste rebondir sur un truc, c'est... oui, c'était comme un laboratoire. Donc, on était en train de créer la pièce. Là, la pièce existe. Il y a une mise en scène vraiment, vraiment sympa. Il y a la musique. Voilà, on a le... Vraiment sympa aussi, la musique. La musique, c'est vraiment sympa. Il y a des choses qui restent dans la tête. Il y a... Bon, l'histoire, c'est un peu farfelu, bizarre, mais je crois que c'est pertinent et de choses qui se passent maintenant. Donc, voilà. Donc, tout ça, on est prêt. On est comme
on est vraiment prêt. Il faut juste maintenant l'équipe et tout ça. Maintenant, il faut que ça vive et ça va vivre. On va continuer et voilà. Il y a les fondations. Donc, je crois que ça motive les gens aussi. Ils disent ouais, ils commencent à projeter. Ouais, peut-être on peut faire ça, peut-être on peut faire ça. Je parle d'artistes. Donc, et quand ça commence quand tout le monde commence à rêver dans la même direction, c'est beau quoi. C'est ça. Vous avez des artistes dont c'est le premier projet ou ils ont tous déjà de l'expérience Non, ils sont tous issus de cette école là. Et il y a certains qui sont semi-pro, ou ils ont déjà sorti des disques, ou ils ont fait des concerts, je ne sais pas combien de concerts chacun et tout ça. Donc ils ont ça pour le théâtre. Il y a certains qui l'ont fait un peu. Un petit peu, mais c'est vrai que c'était plutôt une découverte pour la plupart des gens sur l'aspect théâtral. Mais c'était tellement nourri, ce que disait Eric, de l'expérience de concert, que même moi, il y a des moments où je pouvais initier des directions. Et en fait, j'étais surpris moi-même j'ai pas besoin de dire ce que moi je dis habituellement parce qu'il y a déjà tout, quoi. Ça vit par l'interprétation, l'incarnation dans le morceau. Il y avait évidemment des choses à corriger à des moments, mais cette expérience de concert, elle était précieuse. Concert théâtral. Et puis c'est bien parce que même eux, ça leur apporte de nouvelles choses finalement. Ouais, je crois qu'il y avait vraiment cette joie en tout cas de ce qui nous a été rapporté, d'explorer vraiment le théâtre qui est proche. Pas assez souvent d'ailleurs, c'est une petite frustration, mais bref. Souvent c'est mis de côté dans les concerts, je trouve. Par exemple, j'ai fait des directions d'acteurs, mais dans des courts-métrages ou des sketchs, des trucs comme ça. Et c'est différent parce qu'on coupe, on fait cette scène là maintenant, on va filmer comme ça, on va filmer comme ça. Mais là, tout est tellement direct. Et je trouve ça, j'ai découvert ça aussi, j'adore ça. Je trouve ça, c'est un compliment pour le concert. Tu fais un concert théâtral. Petite question, si vous aviez du coup un groupe de rock célèbre que vous aimez bien ou vous voulez ressembler, ça serait qui du coup? Je pense que pour ce qu'on est en train de faire, le groupe le plus théâtral quand j'étais petit et grandir avec ça, c'était Kiss, avec le maquillage. Je sais que pour vous c'est un peu kitsch, mais pour nous c'était vraiment à cette époque-là, c'était vraiment. Et quand tu tapes Kiss, les années 70, c'est un peu, il y a un truc très très théâtral. Et je ne sais pas comment dire, c'était nouveauteur à l'époque. Et ils crachaient le feu, où il y a le mec avec la guitare qui envoyait le flamme, ou je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. Et il y a peut-être un autre groupe qui est un peu comme ça maintenant, c'est Rammstein. Oui. C'est chaque chanson, ils vont faire un truc, le mec il joue, il est en flamme. C'est quoi ces trucs? C'est vrai. Et des fois, je trouve ça, peut-être c'est kitsch, mais là, ils font le show, ils font le spectacle, et moi j'aime bien ça. Et c'est vrai qu'on va les voir aussi pour ça, en fait. Ouais, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là maintenant? Ouais, ça rejoint ce que tu disais en plus dans ce que toi t'aimes et ce qui te porte artistiquement, c'est le côté, on s'en fout parfois du sens et tout, faut y aller à fond. Et voilà, et après on verra. Et il faut donner. Toi ouais, c'est ça. Mais toi, juste, je suis curieux, c'est quoi tes références en musique? En ce moment. En ce moment, qu'est-ce que... Quand tu avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, moi j'ai beaucoup écouté genre Sum 41, Green Day. Ouais. J'étais un petit collégien triste avec ma petite mèche. Je disais que Justin Bieber c'était pas bien. J'étais nul. Non, Sum 41, Green Day, les Daft Punk. Mais Green Day, ils ont fait. Tu sais, Green Day, ils ont fait des comédies musicales. Ils ont fait un rock opera. Eh ben non, je sais pas. C'est American Idiot ou ouais. L'album. Vous avez l'album, mais ça existait en théâtre. C'est fou. Oui. Je vais voir ça ce soir. Ça s'est pas arrivé en France, mais aux US, ils ont fait des tournées. Tu les as vus? Non. Mais quand j'ai commencé à faire de recherche, j'ai dit comédie musicale, j'ai tombé sur ils l'ont fait. American Idiot, c'était un comédie musicale. Ah, génial. Ouais. Bon. Et du coup, c'est quoi tes rêves musicaux de maintenant?
Mes rêves musicales de maintenant, mais c'est pas une bonne question pour moi, je suis un peu éclaté au sol là-dessus. Qu'est-ce que je dirais comme rêve musical? J'aime beaucoup, j'avoue, ça va faire hyper boomer ce que je vais dire. Mais, genre, quand j'étais enfant, j'avais les quelques CD que mes parents avaient achetés à disposition et YouTube était arrivé. Avec ça, les convertisseurs YouTube MP3. Oui. Et donc, je me suis amusé à télécharger, genre, je me suis rendu compte que si j'allais sur Wikipédia, je regardais genre l'album de Michael Jackson, je regardais tous les morceaux et je les téléchargeais un par un. Et un jour, j'ai découvert les plateformes, genre Deezer, Spotify et autres. Et du coup, je me suis rendu compte que tous les artistes, il y a très longtemps, genre Aretha Franklin, que j'adore, je pouvais écouter d'un coup toute sa discographie. Et j'avoue, j'ai une petite passion pour écouter les discographies des groupes dont j'écoutais 2-3 chansons, genre Aretha Franklin, Queen, Police. Ouais. Je sais pas, c'est un peu David Bowie. Ouais, Et du coup, j'aime bien écouter des trucs d'il y a longtemps. J'ai les mêmes références en fait. Oh bah, J'ajouterais peut-être Radiohead, Ouais. peut-être, je sais pas. Mais j'aime bien aussi de musique cold wave comme Joy Division ou The Smiths. Et j'aime bien les choses un peu radicales comme c'est quoi ce groupe Jesus Lizard de Wizard. Non, c'est un groupe d'Australiens. Ils vont faire un album metal et puis ils vont faire un album dance. Et puis ils vont faire un album concept et puis Ils changent de style comme ça. Ouais, c'est juste vraiment incroyable. Ils vont faire un album folk avec des flûtes. C'est n'importe quoi, mais c'est toujours super bien. Et donc j'ai écouté ça beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte là en parlant que des albums un peu originaux, genre l'album de Laylo ou l'album de Rosalia dans un style totalement différent, où vraiment d'un coup il y a une direction un peu, certes improbable, mais qui te porte, qui te raconte une histoire. Ça, c'est des albums que j'écoute vraiment comme album, pas comme single distinct. Et ce qui est quand même un peu plus rare, je crois, aujourd'hui, que peut-être dans les années 70 ou 80, de vraiment prendre l'album dans son entièreté. Ouais, c'est ça, un album entier, parce que en fait, si c'est bien conçu, ça va raconter une histoire. Et ça doit pas, enfin, c'est pas un album concept, mais quand il y a un sens ou ça t'amène quelque part. Donc j'aime bien écouter des albums entiers. Orelsan aussi, dans un autre style, a pu faire ça à un moment. Bref, c'est vaste. Les sources d'inspiration sont diverses. Mais faut prendre ce que Eric dit. Ouais, c'est très vaste. C'est lui en fait. qui fait de la musique. J'écoute un peu de tout en fait. Et comment du coup, on revient toujours sur l'aspect de l'argent, mais comment ça se finance du coup un opéra rock aujourd'hui? Oh. Là, dans cette première version, heureusement, il y avait Atla qui nous a soutenus niveau pour le Dieu et pour plein de choses qu'on n'aura pas. Enfin, ça nous a sauvés en fait. Après, c'est les subventions. Après, c'est le crowdfunding, enfin sur des plateformes, des choses comme ça. Mais le truc, c'est que pour trouver tout ça, on a besoin de maquettes. Et c'est presque ce qu'on est en train de faire, c'est la maquette. On va filmer ça. Et comme ça, on peut essayer de trouver de plus gros prods ou au louer de salle nous-mêmes, ou enfin continuer dans cette. J'aimerais bien que ça reste un peu nous. Mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, c'est 10 000 €, je sais pas quoi. Enfin, ça coûte cher de payer une répétition de 12 personnes, toi et moi, toi. Tout le monde. Et puis louer de salle, et puis il y a le son, lumière. D'accord, enfin, mais tout. c'est juste c'est 10 000, peut-être 10 000 € minimum. Enfin, ouais. Donc comment trouver ça? Je ne sais pas. Et nous sommes en train de chercher. Mais il y a des choses, vu qu'on est quand même sur un podcast d'entrepreneuriat, il y a des. Je m'y connais pas très bien dans les entreprises SARL ou autres où je ne connais pas. Mais je crois que, comme dans beaucoup de secteurs, il y a des systèmes d'aide à l'embauche qui permettent de. Je n'ai même pas les termes techniques, mais soit de rembourser une partie de ce que tu dépenses en tant qu'employé, employeur ou employé. Crédit d'impôt, je crois. Crédit d'impôt, ce genre de choses. Il y a tu te rembourses et au final, en tant qu'employeur, tu dépenses que le brut. Enfin, il y a plein de systèmes qui existent de la part de l'État.
un peu comme si, je sais pas, tu voulais prendre un alternant, une alternante, pareil, il y a des aides. Ensuite, il y a toute cette histoire des subventions. Après, ce qui est compliqué, je trouve, dans ce milieu-là, peut-être que c'est la même chose quand tu montes une boîte privée, si tu veux vendre du jus de raisin, j'en sais rien, je dis au hasard, mais c'est l'accès à l'information. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à connaître Adami, le fonds PEPS, enfin, ces systèmes-là. J'ai l'impression que c'est réservé à une caste de la population de connaître juste le nom de ces choses-là. Parce que quand on vient pas de ces milieux-là, quand on n'a pas de famille qui a travaillé dans ce milieu-là avant, faut trouver l'info et c'est un peu dur d'accès. Mais en tout cas, dans l'image que je me fais de monter une entreprise, et peut-être que c'est totalement erroné ce que je vais dire, je prends des pincettes, mais j'ai l'impression que porter un spectacle comme ça revient à monter une entreprise à un endroit. Carrément. Parce qu'il faut trouver ses financements, il faut trouver ses partenaires, que ça soit par du prêt de matériel, par de la mise à disposition ou par du financement. Tu as des employés. Et tu as des employés, ouais. Oui. Et du coup, il y a une place un peu difficile pour nous, je trouve, je me permets de parler en ton nom, mais à la fois de direction artistique qui demande, et ça peut paraître un peu lunaire pour des gens qui bossent pas là-dedans, mais beaucoup de temps et beaucoup d'espace mental, de réflexion, de lire des choses, de regarder des bouquins pour avoir une idée quand même concrète. Et en même temps, il y a une posture de patron d'entreprise, enfin en tout cas de monter une entreprise qui est un peu compliquée. Et c'est là où normalement, une fois que tu es un peu plus installé dans le métier, il y a des prods qui sont là, enfin des boîtes de production. Mais du coup, c'est pas facile. Ouais. Et il y a des choses qui existent. Mais ça demande vraiment d'aller taper à toutes les portes et de prendre beaucoup de temps, de se renseigner, de trouver les informations. Voilà. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a des artistes qui font en autoprod. Et mine de rien, vous, si je compare un peu avec le nombre de personnes qu'il y a, c'est un peu des PME en fait. Ouais. Et en fait, du coup, c'est des PME qui sont en autoproduction, je dirais. Ouais, en autoproduction et qui produisent pour l'instant pas grand-chose, ni salaire, ni... mais qui produisent... Non, on produit un spectacle déjà, et après on va produire des salaires, mais... Ouais, non, c'est vrai, on est une PME, j'avais pas pensé à ça, carrément. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. On peut définir PME pour les gens qui savent pas ce que c'est. Petite et moyenne entreprise. C'est quoi, c'est 2 à 15 personnes, un truc comme ça? C'est ça. TPE, c'est très petite entreprise. Je crois je dois dire n'importe quoi, alors ne m'écoutez surtout pas. Mais non, je crois que c'est au-dessus... Enfin, je sais pas, mais je crois que c'est au-dessus de 10. Alors, crowdfunding, investisseurs, subventions, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? On est pour être honnête, on n'est pas encore à cette étape. On va faire la maquette et on fait des recherches pour trouver pour des subventions, pour trouver d'autres prods. Tout ça, c'est juste un long chemin. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Toi, tu as eu des subventions pour ton... Non, j'ai pas eu de subvention de l'État directement. D'accord. Mais je crois que de ce que j'ai compris du métier aujourd'hui, et je me permettrai pas du tout de donner de leçons parce que j'ai pas assez d'expérience, mais c'est la diversité de financement. Oui. Un peu ce qu'on disait avant, qui fait qu'on peut s'en sortir. C'est parce que on va y avoir quelques mécènes éventuellement qui ont plein d'argent et qui défiscalisent. Tant mieux, donnez-nous. Qu'il va y avoir une boîte de prod qui investit des sommes qui pour nous sont conséquentes, mais qui 10-15 000, qui pour elle n'est pas forcément énorme. Il va y avoir un peu de rentrée d'argent par une billetterie, peut-être un peu de mise à disposition ou de prêt de certaines choses et du coup des économies. Peut-être que les musiques vont être mises sur les plateformes et du coup il y a un peu de royalties. Y a un peu de, et c'est comment on dit dans l'entrepreneuriat, diversifier les rendements, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment c'est un bon modèle de monter le projet. C'est un peu tout ça. C'est tu prends tout ce que tu peux et puis tu mets ça dans la machine, t'appuies, pouf, argent. Là, on a fait avec j'avais monté quelques projets plutôt de vidéos. On a fait des crowdfunding et puis ça marche plutôt bien. Mais c'est des petits projets, donc là c'est une autre dimension. Là, c'est en plus, si on reboucle avec les risques dont on parlait tout à l'heure, là pour le coup, une représentation comme ça, si on veut vraiment simplement payer toutes les personnes qui travaillent dessus
uniquement à la date de la représentation au tarif minimum légal, c'est tout de suite, je crois qu'on avait estimé, mais c'est 3 500 € en gros, la représentation, et sans parler de coûts de transport, de coûts d'hébergement s'il y a besoin. Ni technicien, ou ça c'est des techniciens aussi. Si, tout compris. Vraiment la production. Ça c'est sans qu'on ait payé, c'est juste vraiment payer les artistes. C'est le coût plateau en fait. Le coût, ouais. Donc là, il y a un risque en soi, qui sera pris, pas par nous pour l'instant parce qu'on peut pas, mais du coup, il y a toute une réflexion effectivement sur des spectacles de cette envergure-là. Comment tu les portes et c'est possible, ça existe puisqu'il y en a qui le font. Mais c'est effectivement un équilibre assez fragile, je pense. Voilà, la phrase s'arrête là. Parce qu'en fait, ils montent louer la salle. C'est, je ne sais pas, on a vu, location d'une salle, ça peut être entre 1000, 1200, ça peut être 3000, je ne sais pas quoi. Donc déjà, paf. Et puis le coup ça va très très vite. On est là. Et puis tu as la billetterie qui va peut-être couvrir les coûts le coût de juste les artistes peut-être. Mais c'est un risque pour eux aussi. Mais normalement, si on est un prod, on dit OK, je vous embauche pour cette nuit, faire le spectacle, et là, on est producteur, on va payer si on gagne ou pas. Mais après, dans la réalité, si on est un groupe et on est en bout de jouer, il faut voir comment on va monter, comment on va faire. Et qui plus est, après, il y a toute une réflexion de est-ce qu'on met nos places à 45 € pour pouvoir. Mais personne va payer. Et encore, quoique, en vrai, les gens, quand ils vont voir des concerts, dépensent 110 €. C'est vrai. Mais on n'a pas non plus la renommée. Personne. J'ai même pas envie que les gens payent 45 balles pour venir nous voir. Et après, il y a aussi, en tout cas à Paris, qui est quand même, je pense, un peu une bulle, tout le marché des salles. C'est quand même très particulier et c'est des types de contrats qui donnent accès, donc co-réalisation, qui donnent accès aux salles assez rapidement, mais qui derrière, pour se rémunérer, limitent quand même pas mal les marges de manœuvre. Donc, Donc t'as pas forcément à louer la salle en amont, mais derrière, la rentabilité est moins importante. Bref, un équilibre. On n'a pas la solution. Désolé. Quel est l'objectif à long terme ou quels sont les objectifs à long terme? C'est pour que j'aimerais bien au moins enregistrer le disque, jouer que ça quand on joue dans d'autres salles. J'aimerais bien voir cette espèce de défilé de mode dans une salle un peu plus grande peut-être. De trouver d'autres partenaires qui peuvent financer le spectacle. Et puis, que ça existe, qu'on peut jouer quelques fois par an, ou faire une semaine en résidence ici, là, ou faire une tournée en France, ou il y a Belgique aussi. Il y a, on peut imaginer plein de choses, en fait. On peut imaginer plein de choses, mais il faut rêver un peu. Faut rêver. Et peut-être un jour, ça va être avec des énormes gratte-ciel, des écrans partout. Et ça va être, comme tu as dit, tout ça pour... finalement, c'était bien quand on était ici. Intimiste, tout petit. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer du coup dans un projet Il faut manger bien. Faut acheter des madeleines. Des madeleines. Il faut... je sais pas, il faut se lancer, il faut dire ok, merde, j'y vais. Je suis un peu plus âgé et donc j'ai plein de projets comme ça qui est resté dans une boîte, pas dans une boîte, mais dans le fond de disques durs, des scénarios, des synopsis, des machins, et il faut en fait, c'est ça. On a tendance de lancer 10 projets en même temps et des fois il faut juste se concentrer sur 5. Oui. Ou 2, ou 1. Si tu concentres sur 1 et tu vises, et tout le monde va arriver, tout le monde peut arriver. Il faut juste 1. Parce que des choses qui se passent et on est dans la vie et puis il y a quelqu'un qui appelle, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu... Et donc ton projet sur lequel tu étais là comme ça, il dit,
lui, ça c'est peut-être ça peut marcher mieux avec eux. Nanana. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je la réponse à cette question? Non, de mon petit vécu à moi, je dirais que de ce que je comprends aujourd'hui, avant, moi, je faisais des études d'ingénierie et je trouvais qu'il y avait un truc très. Je fais un PowerPoint, je fais ma présentation, je fais mon rendu. C'était très saccadé. Et je trouve que dans ce métier, enfin dans ces métiers-là, il y a une richesse qui est que on peut faire ce qu'on veut. Ce sera pas forcément utile, ce sera pas forcément bien, mais ça va forcément nous nourrir pour la suite. Ce que je veux dire, c'est que si demain je pars 2 semaines travailler dans truc cliché, mais dans un bar, peut-être que dans 10 ans, on va m'appeler pour un rôle où je dois être serveur. Bah, du coup, ça m'aura apporté quelque chose. Et en fait, toute expérience nous nourrit à un endroit, à la fois dans les idées, si on est plutôt du côté de la création, ou à la fois du côté du jeu ou de l'interprétation, si on est interprète, du coup, musicien, musicienne, comédien, comédienne, et d'autres. Mais donc, c'est le fait d'oser faire avec ce qu'on a, parce que ça sert à rien non plus de se mettre des étoiles dans les yeux, je trouve. On va pas finir à Bercy demain, c'est pas le propos. Mais ouais, alors, avoir conscience de ce qu'on a à disposition. Si c'est 3 bouts de ficelle, c'est 3 bouts de ficelle. Et voir tout ce qu'on peut faire avec 3 bouts de ficelle. Et quand des gens viendront voir en disant putain, t'as fait tout ça avec 3 bouts de ficelle, et bah ça donnera peut-être l'opportunité, ou en tout cas l'imaginaire de faire plus déjà par soi-même. Et dans tous les cas, je crois que c'est vraiment étape par étape, quoi. Il y a des marches. Allez jusqu'au bout. Petit à petit. Et ouais. Et ce sera jamais perdu. Même si ce spectacle-là, on fait que 2 représentations, on a appris tellement de choses, tout le monde a appris tellement de choses, que ça va forcément nous porter à la fois professionnellement et même dans nos vies. Parce que c'est important aussi, je crois. Moi, je serais content. Est-ce que du coup, vous avez un mot ou une phrase pour résumer toutes ces aventures? Moi, je serais content. Je sais pas. C'est génial. Qu'est-ce que je dirais? Concert théâtral. Ouais. Oui, ça, c'était bien trouvé. Ok. J'en ai une, elle est pas mal, elle est technique. Okay. Débranchez-vous pour vous connecter à la vraie vie. Ouh. Tu l'as? Ah, ça, c'est... Ouais. Faut voir la pièce pour comprendre. Il y a un peu un message caché. Ça fait prétentieux comme ça, mais... C'est vrai que là, c'est un peu le mystère de la pièce. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai pas vue, donc bon, c'est un grand mystère, là. Pièce qui s'appelle d'ailleurs Bienvenue à la vraie vie. On n'a pas parlé de pièces. On n'a pas de temps à parler de la pièce, finalement. Est-ce que, justement, vous... Petite promo pour la Ah, pièce. bah oui, Pitch, toi, Petit pitch. Waouh, comment je pitch ça en 2 phrases. Ok. On est dans un ascenseur. Tu veux pitcher 10 secondes. L'ascenseur, c'est Ok. pitch dans une... Quasiment toute l'humanité a disparu. Il reste quelques humains qui vivent dans un métaverse créé par Monsieur Meta. Monsieur Meta qui souhaite créer une sorte de messie suprême, un algorithme, une sorte d'IA, en téléchargeant les consciences humaines. Et il y a une publicité et tout le monde lui voit un culte parce que c'est une superstar. J'achète. Voilà. Ding ding. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça donne envie, mais Oui. C'est pas mal. j'ai fait 10 secondes. Et puis il y a la musique. Et c'est un concert de rock, quoi. Et puis c'est drôle. Enfin, il y a des choses qui se passent. C'est un peu absurde à certains moments. Et ça parle de futur. Et ça parle de notre futur. J'espère pas, mais peut-être. Un peu science-fiction aussi. Un peu de Complètement, ouais. Et ça dure 1h10. Ça va. Vous pouvez venir. On mettra tous les trucs, tous les petits liens dans la description. Et clignez des yeux pour vous abonner. Les yeux pour... C'est une deuxième ref. Ok, mais est-ce que vous avez un mot à ajouter pour la fin de ce podcast? Merci beaucoup. Je sais pas, Ouais, merci pour ce moment qu'on peut exprimer toutes ces choses. Merci à vous. Oui, merci. C'est trop bien. Et bienvenue à la vraie vie. Bienvenue à la vraie vie. Welcome to real life. À bientôt. À bientôt. Salut. J'ai jamais dire au revoir. Et le canard vous dit au revoir, bien évidemment, qui était présent depuis le début. Eh oui.